Hey, salut. De mieux en mieux ces intros, hein. Hop là, qu'est-ce que je ferai dans la suivante? Je ne sais pas encore. Tout de l'impro, voilà. Bienvenue dans ce nouveau format que je vais appeler trilogie. Dès que je suis pas sûr de ce que je dis, je mets des guillemets à chaque fois. Où je parlerai de 3 films qui me tiennent à cœur autour d'une thématique. Donc là, en l'occurrence, vous avez vu dans le titre, ça sera sur des films d'horreur français. Donc je divise ça en 3 vidéos. Là, vous regardez la première partie, il y en aura 2 qui sortiront après. Sur chaque film, d'abord, je vais revenir un peu sur ce que c'est, sur de quoi ça parle, pour vous donner un peu envie de le regarder, si ce n'est pas déjà le cas. Et ensuite, je rentrerai un peu dans les détails, bon, même pas un peu, je rentrerai dans les détails en fait. Donc il y aura certains spoils, mais je préviendrai dès qu'il y en aura. Et de toute manière, les films dont je parlais dans cette trilogie-là, c'est pas très grave s'ils sont spoilés. Mis à part le 3e peut-être. J'y reviendrai, en temps voulu. J'ai parfaitement conscience que je m'adresse un peu à un public de niche avec ce thème-là, mais bon, ça me fait kiffer, donc go. Parce que lorsque je vous dis film français, vous me répondez... Intouchable. Les tuches. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Hein Non, c'est pas ce que je veux dire. Non, vous me répondez plutôt... J'aime me battre. Le lion ne s'associe pas avec le cafard. Juste le blanc. C'est mieux, mais on n'y est toujours pas. Vous me répondez plutôt... chair tranchée, torture et cannibalisme. Hein? Non? Non, je ne crois pas, non. Bon, je reprends les bases. Dans l'imaginaire collectif, le cinéma français se limite pas mal à des comédies et des drames sociaux. C'est ce qui fait le plus d'entrées aujourd'hui. Mais lorsqu'il est question de cinéma fantastique de genre français, eh ben on est un peu paumé. Alors qu'il y a des trucs qui déboîtent qui se font en France. Et le truc dingue, c'est qu'à l'international, on est ultra réputé pour ce genre de production made in France. Du coup, on a des réals français super talentueux qui se barrent de la France pour faire leurs films là où ils auront un budget adéquat et un public réceptif. Parce que, je cite un bon exemple de ça, qui est Alexandre Aja. Mais bon, il y a quelque chose, il y a un a priori en France, dès que c'est français, il y a... Donc, je vais mettre un compteur du nombre de fois où je clappe comme ça, parce que je me suis rendu compte dans les précédentes vidéos que je fais tout le temps ça, je clappe tout le temps. Donc je disais, on va revenir dans cette première trilogie sur 3 films. Grave, le premier de cette vidéo-là, c'est marqué dans le titre, voilà. À l'intérieur, et Martyr. Je les ai fait dans cet ordre-là parce qu'on va monter du plus tranquille au plus hardcore. Parce que c'est des films hardcore. J'aurais pu parler aussi de Frontières, mais je le trouve un peu plus bête que les autres, malgré qu'il propose des scènes qui sont un véritable kiff. Parce que, faut que je le précise aussi, c'est des films qui giclent. Alors, petit avertissement, ce sont tous des films interdits au moins de 16 ans minimum. Donc il y aura sans doute des images un peu graphiques, disons-nous. Comme celle-là par exemple. Et donc, on va commencer par le moins violent des 3. Enfin, moins violent, c'est relatif, hein, vu le thème. Qui est aussi celui que je pense être le plus connu des 3, c'est-à-dire Grave. Bon, let's go pour Grave. Grave est un film français réalisé par Juliette Ducournau sorti en 2016, et il est super facile à résumer. C'est l'histoire de Justine, une jeune surdouée végétarienne de 16 ans qui débarque en école de veto où elle retrouve sa grande sœur Alexia. Et qui dit école de veto dit bizutage. Donc au début ils sont plutôt sympas, ils envahissent leur chambre, ils leur font porter des couches, ils les arrosent de sang, le classico quoi. Mais ce qui va vraiment poser problème, c'est lorsque Justine va être forcée à manger un foie de lapin cru. Et ça va réveiller en elle des pulsions cannibales. Ce film est un miracle. C'est un miracle parce qu'il arrive dans une époque où on croyait le cinéma de genre français mort et enterré. Pour info, le top 3 des films français de 2016, c'est Les Tuches 2, Demain tout commence et Camping 3. Donc 3 comédies. D'où mes questions, que le veut le public français? Donc, lorsque Grave sort de nulle part, décroche le Grand Prix du Festival de Gérardmer et se fait 150 000 entrées en France, ce qui est vraiment pas mal pour un film qui traite d'un sujet comme ça, ben ça vient mettre un petit coup d'électrochoc dans l'industrie qui fait bien plaisir. La première fois que je l'ai vu, ça m'a vraiment fait un électrochoc à me dire genre mais waouh, on fait des trucs qui défoncent en France en fait. Et c'est très clairement le film qui m'a poussé à m'intéresser à ce qui s'était fait dans le passé en termes de films d'horreur français, et en l'occurrence au film dont je vais parler dans cette trilogie. C'est une porte d'entrée vraiment accessible pour ensuite se diriger vers des trucs plus hardcore comme À l'intérieur ou Martyr. Ça reviendra, vous inquiétez pas. En plus, Grave est dispo sur Netflix, donc go. Bon, maintenant c'est le moment où je vais un peu développer parce que depuis tout à l'heure je fais juste oh Grave il est cool, allez le voir, oh là là, sans expliquer pourquoi. Je vais y venir. Mais du coup, comme je disais précédemment, vu que je vais entrer dans les détails, il y aura des spoils minimes. Mais bon, en vrai, Grave c'est pas un film très grave à... Oh putain. Je me rends compte que je vais faire, sans me rendre compte, plein de blagues sur... Ouais. Grave, ouais. Vous savez quoi? On va faire un compteur des blagues que je fais pas exprès en mettant le mot grave, tu vois. Voilà, donc la première c'est... Il n'est pas grave de spoiler Grave. Voilà. Déjà, raison 1 de le voir pour des mecs comme moi, c'est que ça se passe dans un milieu étudiant. Et que c'est quand même cool de se rappeler comment c'était bien le monde d'avant. Les grosses soirées, on n'arrive pas à se déplacer tant il y a du monde, les open bars,
lécher l'œil de ses potes... Hein, quoi? Jamais vous? Bon, en tout cas, rien que pour ces moments, ça fait déjà du bien. Bon, pour le reste où ça graille de la chair humaine, c'est moins cool, c'est sûr. D'ailleurs, bon, on va enfin parler de cannibalisme, vu que c'est un peu le sujet du film. J'ai pas vu énormément de films avec des cannibales. Là, les premiers qui me viennent, c'est les films avec cannibales, genre Le Silence des Agneaux, Hannibal, Dragon Rouge, et El Famoso Cannibal Holocaust. Puis Cannibal Holocaust, waouh, ça défonce. Hein. Enfin, ça défonce, ça fait mal. Ça défonce dans le sens, ça cogne. Ça cogne grave. Allez hop. D'ailleurs, Ducournau s'est exprimée sur ce film dans le vidéoclub de Combini, que je vous encourage à voir si vous avez vu le film, c'est super intéressant. Elle disait qu'elle aimait pas du tout Cannibal Holocaust pour son traitement assez sauvage et basique du cannibalisme, et qu'elle a essayé de faire avec grave l'anti-Cannibal Holocaust. D'ailleurs, petite parenthèse, dans cette vidéo, elle parle de ses inspi et on les ressent vachement dans le film. Genre, la scène des sauts de sang, inspirée de Carrie, sauf que dans Carrie, le sang représente les règles et c'est pas du tout le propos dans Grave. Ou bien, on peut retrouver un clin d'œil à Massacre à la tronçonneuse avec les flashs lumineux qui montrent des cadavres dans le film de Hooper et des fœtus d'animaux dans Grave. Après, on peut juste voir le film comme un divertissement légèrement sanglant. Ouais, je dis légèrement parce qu'en vrai, il n'y a pas énormément de scènes extrêmes dans ce film. Enfin, ça parle de cannibalisme, mais c'est pas Cannibal Holocaust. Hein. Mais souvent, lorsqu'on va utiliser un thème aussi tabou et extrême que le cannibalisme, c'est pour raconter quelque chose derrière. Donc personnellement, je tire 3 interprétations de Grave. La première, qui est assez basique, c'est une métaphore autour de la drogue. Tout simplement parce que si vous remplacez la consommation de chair humaine par de la consommation de drogue, et bah le film fonctionne aussi. Justine se refuse depuis toujours à manger de la viande, jusqu'au jour où une figure de confiance va lui forcer à en prendre pour paraître cool dans un groupe. Par exemple, là, si tu remplaces la viande par une drogue quelconque, ça match. Par la suite, elle va tout d'abord rejeter ça et être dégoûtée, puis, comme une addiction grandissante, elle va y retourner encore et encore, tout en poussant toujours plus loin ses limites. La scène où elle se cache la nuit pour manger son escalope crue est assez parlante dans ce sens-là. Lorsqu'elle en manque, elle en souffre énormément aussi d'ailleurs. Et on voit à la fin que sa sœur tombe complètement dans cette addiction et devient comme déconnectée de la réalité, tandis que Justine va réussir plus ou moins à résister. Cette interprétation est marrante 2 minutes, mais elle est superficielle à mon goût, parce que c'est omettre un paquet d'autres détails qu'il y a dans le film. Et puis si Ducournau avait voulu parler d'un film sur une addiction, je pense pas que le thème du cannibalisme soit le plus pertinent, ni le plus adapté à traiter. C'est pourquoi l'interprétation la plus répandue que j'ai vue, c'est celle qui dit que l'évolution de Justine correspond au passage d'une jeune fille à l'âge adulte. Lorsque Justine débarque dans son école de veto, elle incarne l'innocence même, végétarienne, vierge, surdouée, pleine d'espoir et d'appréhension. Elle est larguée dans le grand bain et compte sur sa sœur, son seul point d'attache pour s'intégrer. Le cannibalisme va ensuite imager la découverte de soi, de ses pulsions, de ses désirs, aussi étranges puissent-ils être. À ce niveau-là, on peut considérer Alexia, la sœur de Justine, comme son mentor, ou du moins la personne qui va l'initier à cette découverte de soi. On le voit lors de la scène où elle va provoquer un accident pour grailler un peu de cerveau, où elle la pousse à l'accompagner. Justine va découvrir son goût pour la chair en même temps que le sexe, ce qui est assez représentatif d'une transition brutale vers l'âge adulte. Tout au long du film, son comportement va beaucoup changer, passant d'une aimable petite fille à une femme qui ose être insolente avec ses parents. On a aussi la scène du miroir, assez particulière à voir, où elle danse sur un rap dirty qui tranche l'image de la mignonne fillette du début. On a aussi d'autres indices qui montrent cette transition de façon plutôt subtile. Le t-shirt licorne qui fait très fillette qu'elle porte au début, qui est porté par sa frangine à la fin du film lorsqu'elle va prendre soin d'elle, juste après leur bagarre, comme pour dire c'est bon, on arrête la boucherie et on retrouve cette part d'innocence, de bienveillance qu'on a perdu l'un envers l'autre. Pourtant, lorsqu'on regarde les bonus du film, l'interprétation de Juliette Ducournau est complètement différente. Elle ne parle pas du tout de passage d'un enfant à l'âge adulte, mais plutôt de comment combattre son animalité et qu'est-ce qui définit l'humanité d'une personne. Alors là, attention, on passe dans des thèmes beaucoup plus graves. Cet aspect animal, voire prédateur des dévoreuses de chair est plutôt obvious à voir. Y a qu'à voir le nombre de regards de dalleuse que nous sort Justine dans le film, et en particulier avec la scène qui fait l'affiche du film, où elle fixe le corps de son pote comme je fixerais un tacos 3 viandes. Son désir, ses pulsions sont tellement violentes qu'elle enseigne du nez. Dans le genre, je vais te bouffer le pancréas mais tu le sais pas encore. Il y a ce dialogue clé dans la compréhension de Justine, où elle va comparer le fait qu'un singe qui se fait violer ressentirait la même chose qu'une femme, ce que ses potes vont trouver aberrant. Personnellement, je trouve ça assez maladroit parce que la réponse à cette question peut varier en fonction de l'éthique de chacun. En tout cas, ça montre que Justine n'a aucun souci à rapprocher l'homme et l'animal, que ce soit sur le plan éthique ou que ce soit dans l'assiette. La question de la perte d'humanité est un thème qui tient à cœur à Ducournau, puisqu'on peut retrouver dans ses films fétiches La Mouche, qui traite aussi de ce sujet, et dont elle dit s'en être inspirée dans l'écriture de son film. Et du coup, pour l'écriture de ce film, j'ai regardé La Mouche, pour voir un peu de quoi il en retournait, et ce film est fabuleux. Brundle, un scientifique brillant, va inventer une machine pour se transporter d'un pod à un autre.
En testant sa machine, une mouche va s'introduire dans son pod et le Brundle qui ressort de l'autre pod aura fusionné avec cette mouche. Et cela va avoir des répercussions sur son état physique et mental. Son humanité va peu à peu disparaître pour se fusionner avec le comportement de la mouche. On va grosso modo assister au passage d'un homme à un animal. Et bordel, quelle découverte de malade! C'est vraiment rare les films qui procurent à la fois des frissons des fois parce qu'il faut le dire, c'est un film de Cronenberg donc ça hésite pas sur les effets cracra. Et des larmes sur la fin tellement ce à quoi on a assisté est déchirant. Voyez La Mouche, c'est un film intelligent qui vise toujours juste et qui m'a laissé avec plein de questions. Comme d'hab, je digresse, mais c'est un thème auquel Ducournau attache beaucoup d'importance et on le ressent même dans l'éclairage du film. Après, c'est peut-être que moi qui suis un interprète, mais il n'y a pas une grosse opposition entre le bleu et le rouge dans ce film? Genre, une opposition entre le bleu qui symbolise l'innocence de Justine et le rouge qui symbolise le sang et son animalité. Par exemple, dans la soirée, elle passe de lumière bleue aux lumières rouges comme pour annoncer son évolution sanglante, ou le fait qu'elle porte quasiment tout le temps du bleu, sauf lors de la scène finale, ou bien là dans cette soirée avec son regard de prédateur dans une pièce full éclairée en rouge, ou encore lorsqu'elle se fait éclabousser de peinture, c'est de quelle couleur? Du bleu. Voilà, je pense pouvoir continuer encore longtemps comme ça, mais je pense pas que ce soit anodin. Tu sais quoi? Si, je vais continuer un peu. L'affiche où Justine est en mode je vais déguster ton foie avec des fèves au beurre et un excellent chantilly éclairé en rouge. Le moment sous les draps où elle essaie de combattre son animalité éclairé en bleu. Lorsqu'elle grave son premier grec, elle porte quoi? Une écharpe rouge. Ok, je m'arrête là. Mais sérieux, à ce niveau-là, c'est même plus des coïncidences, non? Bon, la conclusion de cette réflexion, c'est qu'au final, on ne peut pas enfermer ses pulsions et son animalité, mais au mieux la canaliser. Ça, on le voit avec la découverte de la scène finale avec le daron. Bon, je pense avoir fait le tour sur celui-là. C'est déjà pas mal. Si j'ai dit des bêtises, ce qui est possible, je n'ai pas parole d'évangile, dites-le moi dans les commentaires, t'as vu? Et surtout, je vous encourage à voir ou à revoir ce film, avec les clés que j'ai données. Bien entendu, tout ça n'était que mes interprétations personnelles de ce film que je kiffe grave. Voilà, c'était la blague de fin. Oh mon dieu. C'est rigolo. Quel enfer. Bon, je vais m'arrêter là. On se retrouve dans la partie 2 où on va monter d'un cran, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5 dans la violence. Avec à l'intérieur, voilà, je vous dis, il va y avoir du sang sur le carrelage. Et je vous laisse, j'ai une pile de vaisselle à faire et je vais un peu aérer parce que j'ai très chaud. A plus, salut.